bonsoir à tous. Je suis ravi d'être accueilli ici à Digiconf, à Lausanne, et puis sous l'emprise, je dirais, de l'IBA Genève, qui me permet pour la deuxième fois de faire une conférence. La première fois, c'était totalement en ligne, et aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, c'est hybride, avec quelques présents et puis du monde en ligne. Et je vais vous amener ce soir pour essayer de faire croiser les chemins entre la business analyse et la gestion de crise en entreprise. Et puis, je mets même combat, vous comprendrez un petit peu pourquoi, parce que je suis issu du milieu militaire. Juste vérifier que voilà, ça passe bien. Tout le monde a des préjugés. Je suis certain que nous avons des préjugés sur la business analyse. Je suis certain que beaucoup de monde a des préjugés sur la crise et la gestion de crise. C'est pourquoi il est nécessaire d'échanger. Pour moi, il est nécessaire d'échanger parce qu'il y a une remise en question à faire pour mieux cerner ce que c'est que, non pas la crise, mais l'anticipation de crise. Les médias utilisent très souvent le terme crise. On a parlé de crise énergétique, crise économique, crise ukrainienne, crise du football. On n'arrête pas avec le terme crise au point qu'on n'arrive plus à savoir ce que c'est, ce qu'il y a derrière. On nous assène de ce terme en permanence, ce qui fait qu'on a envie de l'éviter. Alors qu'en fait, je vais vous montrer ce soir qu'il faut plutôt l'appréhender, mieux le connaître, pour pouvoir l'utiliser et saisir des opportunités. L'apprentissage, c'est une manière excellente, justement, de venir vers une nouvelle approche, des nouvelles expériences. Et puis, laissez-moi créer ce lien ensemble, créer ce lien entre la gestion de crise d'une part, toute sa globalité, et la business analyse. C'est ce que je vais tenter ce soir. Je veux le faire pour que ensemble on apprenne la crise et qu'on comprenne que ensemble on va aller vers les autres métiers et on va aborder les choses pour ouvrir les chakras, si je puis dire, et mieux cerner le monde de l'entreprise. Ensemble, on va contribuer à maîtriser les crises. On va surfer sur la vague pour mieux cerner ce que c'est qu'une crise. Ensemble, on va instaurer l'agilité et la résilience dans l'entreprise. Parce qu'en fait, et vous verrez, je vous en parler après, on va très vite maintenant pour essayer de faire du gain, ce que font les business analysts. Et souvent, ce qui manque, c'est la résilience. Et on va essayer d'instaurer la résilience, l'agilité, pour que les entreprises soient toujours présentes malgré ces différentes crises qui nous attaquent en permanence. Ensemble, on va aussi essayer de sauver les entreprises ou son entreprise des différents périls qui viennent se frapper à la porte et qui peuvent nous faire sombrer dans la crise. Ensemble, nous avons essayé aussi de donner du sens à nos actions. C'est important, vous le verrez, je vais aborder la jeunesse qui aujourd'hui a des souhaits dans le monde de l'entreprise. Et ce n'est pas uniquement faire du business, il y a plein d'autres souhaits. Et puis ensemble aussi, on va essayer de se préparer à saisir des opportunités. Voilà, c'est un petit peu ce que je vais vous faire aborder. Et je voulais d'abord, avant de commencer aussi, dire, est-ce que vous avez une idée du prix de départ d'une personne quand elle quitte une entreprise? J'ai eu quelques chiffres, je n'ai pas les bases, mais j'ai quelques chiffres pour donner juste une valeur relative. Un cadre moyen, c'est à peu près 100% d'un salaire brut. Un cadre supérieur qui a de l'ancienneté dans une boîte, c'est à peu près l'équivalent de 400% d'un salaire annuel brut. Et quand il s'agit d'une jeune personne qui rentre dans une entreprise, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça peut représenter jusqu'à 40% d'un salaire brut annuel, un départ. Sauf que les jeunes peuvent partir très vite aujourd'hui parce qu'ils ont des nouvelles envies. Ils ont des nouvelles envies. Qu'est-ce qu'ils recherchent? De la flexibilité géographique, une liberté temporelle et également avoir de la formation continue parce qu'ils apprennent. Ils sont sans arrêt sur des tablettes, sur leur téléphone, en train d'apprendre, de suivre des MOOC, de regarder des vidéos, et donc ils veulent apprendre. Et donc ces valeurs qu'ont les jeunes aujourd'hui, c'est porté par ces 5 points, la solidarité, la conscience collective, l'empathie, la collaboration et la quête de sens. Ils ont vraiment besoin de quête de sens. Et sur quoi ont été montées aujourd'hui nos entreprises, nos organisations, depuis 2 ou 3 générations? C'est sur la consommation, l'égocentrisme, de l'accumulation de richesses, la compétition et toujours plus de croissance. Vous voyez qu'il faut faire matcher 2 mondes qui ne correspondent pas du tout. Et si aujourd'hui les entreprises veulent être résilientes, il faut aussi qu'elles s'ouvrent à ce monde de la jeunesse. Et vous verrez pourquoi je mets ça en avant après. Il faut sortir
il faut sortir de son monde habituel, de sa zone de confort, et puis faire des quick wins, oui, parce que dans le monde de la business analyse, et je vais parler un petit peu de ce que j'ai compris du monde de la business analyse, on met en relation le monde informatique, tout ce qu'il y a, les informations, enfin les technologies de l'information avec les différents métiers pour essayer de faire de la valeur ajoutée. Donc faire des quick wins, oui. Maintenant, il faut regarder aussi ce qui se passe sous la partie visible de l'iceberg de l'entreprise. Et puis, si on regarde bien, quand on soulève les tapis, on regarde par la fenêtre, on regarde sous l'eau, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, on peut voir des débuts d'incendie, des craquelures, des fêlures, on peut voir des fuites d'argent, de personnes, des potentialités de grève, des fuites de cadres, des potentialités de cyberattaques, des dangers. Donc, finalement, l'iceberg sur lequel on est posé, eh bien, on va peut-être faire un quick win, mais peut-être que dans un mois, on ne sera plus là. Donc, l'idée, c'est de regarder les choses différentes, de dire on va faire des quick wins, mais si les crises nous le permettent. Donc, on va devoir maintenant regarder le monde de la business analyse en essayant de regarder aussi le monde de la gestion de crise. C'est un petit peu l'approche que je voudrais apporter. Alors, qui je suis, parce que je vous parle de ça, mais il faut un petit peu se présenter. Donc, je suis Bruno Separo, j'ai été pilote de chasse dans l'armée de l'air française. J'ai ensuite continué sur avion ravitailleur. Je dis coucou à un ami qui est navigateur, j'ai vu sur l'avion que j'ai piloté. Et puis après, je me suis tourné vers la gestion de crise militaire, la planification de gestion de crise militaire. Et puis, j'ai commencé à adapter cette gestion de crise militaire au monde de l'entreprise, parce que j'ai vu qu'il y avait des parallèles à faire. Et puis, j'ai monté du coup depuis quelques mois un institut d'anticipation et d'expertise en stratégie pour essayer d'aborder l'anticipation de crise en entreprise. J'ai déjà abordé des cadres avec l'association Swiss Leaders et maintenant j'aborde un peu le monde de la business analyse avec l'Institut international de business analyse. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir ensemble, essayer de faire matcher les différents mondes, mon monde militaire avec la gestion de crise que je connais, que j'aborde dans l'entreprise et le monde de la business analyse. Alors, des objectifs pour ce soir, rapidement, mais en fait, ce ne sont pas tout à fait cela, ce que vous lisez. J'ai des véritables objectifs, parce que je ne vais pas vous les donner directement. Ce que j'ai vraiment, ce n'est pas vous montrer une notion de la crise, on n'est pas là pour revoir les balbutiements de ce que c'est. Je voudrais vous montrer ce que c'est, comment sortir de la notion négative de la crise, en fait. Vous donner une nouvelle approche. Et je voudrais qu'on ait un état d'esprit du business analyst face aux crises, qui n'est pas de gérer la crise, mais d'anticiper et de maîtriser, c'est-à-dire d'analyser la potentialité de crise. On voit apparaître des termes qui parlent au business analyst. Et puis, non pas analyser la crise pour son organisation, ça, il y a beaucoup de monde qui le fait. Je voudrais qu'on regarde plutôt la crise comme un moment où saisir des opportunités pour son organisation. Et c'est là où je pense que les business analysts peuvent donner le change avec tous ceux qui font de la gestion de crise. Et puis, comprendre la crise, je dirais qu'on va faire mieux si on va essayer de comprendre les mécanismes pour anticiper les crises et pouvoir saisir des opportunités. Voilà ce que je vais essayer de faire. Et puis, vous verrez après au travers d'un petit atelier qui va essayer de faire matcher les deux mondes, la gestion de crise et la business analyst, pour vous montrer un petit peu qu'il peut y avoir des parallèles et qu'ensemble, tous les métiers, tous les cadres, à tous les niveaux dans une entreprise doivent aujourd'hui anticiper les crises. Alors, je vais quand même vous donner un petit peu d'éléments sur la compréhension de la crise pour savoir comment la maîtriser et pourquoi l'anticiper. Un petit peu d'étymologie. Quand je dis le terme crise, les gens pensent à des termes qui font peur, le stress, etc. Vous allez voir qu'on va revenir sur les termes. La crise, comment elle est définie très souvent. Vous voyez, il y a des mots difficulté, perturbation, angoisse, récession, cataclysme. Rien de réjouissant en fait. Un moment où les principes sur lesquels repose l'activité d'une entreprise sont mis en péril. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas quelque chose qu'on aime aborder. Et très souvent, pour avoir discuté avec des cadres dans l'entreprise, les directeurs d'entreprise, c'est soit ils n'ont pas le temps de regarder ça, soit ils croisent les doigts pour que la crise ne leur arrive pas. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon moyen de gérer les entreprises, mais on en est là en fait. Donc moi, j'ai regardé un petit peu les racines, et quand on regarde les racines latines ou grecques, en fait, on a deux approches. La crise en latin, c'est un assaut. Quand vous subissez un assaut, vous ne tombez pas forcément. Ça dépend des défenses que vous avez mises en place. Ça dépend de l'anticipation que vous avez prise. En grec, on a déjà des termes un peu plus intéressants qui sont de séparer, distinguer. Vous voyez qu'on fait de l'analyse. Puis juger et enfin choisir. Il n'y a aucunement des termes négatifs
dans l'étymologie de ces termes. Et quand on vient vers le chinois, ce qui m'intéresse le plus là, c'est qu'on voit qu'il y a on aborde le danger, on vient dans le danger pour le connaître, et puis on essaye de saisir des opportunités. Voilà un petit peu l'intérêt. Et donc, je vous propose aujourd'hui de revoir plutôt la crise sous cette forme, une situation de danger dont il faut analyser, distinguer les éléments pour pouvoir décider. Donc, il faut la prise de décision en gestion de crise, et puis transformer l'organisation, les processus, afin de saisir des opportunités. Et l'occasion de transformer l'organisation, c'est là où on en profite pour intégrer cette jeunesse qui a des nouvelles volontés, des nouveaux besoins, et ça permettra de doublement transformer les organisations, d'être résilients, agiles, et de maintenir cette jeunesse dans le monde de l'entreprise. Donc voilà comment je souhaite maintenant que vous voyez la crise, non plus comme un instant de stress, de peur qu'il faut éviter, mais plutôt un danger qu'il faut appréhender pour pouvoir être performant à l'avenir. Et puis les mécanismes du plongeon, rapidement, comment on vient dans une crise? C'est quoi, en fait? Comment on arrive dedans? En fait, très souvent, vous avez un événement soudain, surprenant, il a des conséquences qui peuvent grandir avec le temps, plus ou moins grandes, mais qui peuvent s'agrandir avec le temps. Et en fait, si on ne met pas de gestion dessus, ou une mauvaise gestion, si on ne met pas de décision, une mauvaise décision, et pas de communication, eh bien, on met toute la potentialité de crise. Et comment on sombre dans la crise? Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, avec les réseaux, avec les médias, on est amplifié, cette potentialité de crise est amplifiée petit à petit par les réseaux sociaux, les politiques potentiellement lors d'une potentielle élection pour se faire valoir, la justice, puis le personnel de l'entreprise. Et là, on augmente cette potentialité de crise et on peut sombrer dans la crise. Il suffit de pas grand-chose pour tomber dans la crise. Voilà comment on tombe dans une crise. Alors, moi, ce que je veux plutôt aborder, c'est pas comment on tombe dans la crise, c'est comment l'éviter, comment l'anticiper. Donc, en fait, ce qu'il faut mettre, c'est le mécanisme d'une maîtrise. Eh bien, tout simplement, il faut faire une analyse matricielle de l'organisation, ce que font les business analysts, finalement. Il faut identifier les ressources et les dangers. Il y a de l'analyse du risque derrière, forcément, de la priorisation, analyse du risque. Et puis, on définit des plans de continuité. On s'entraîne, il faut s'exercer à ça. Et on met de la veille. Pourquoi de la veille? C'est parce qu'il y a tellement de canaux de diffusion de l'information que si on ne met pas de veille, et aujourd'hui, je pense qu'il faut se faire aider même par des intelligences artificielles pour ça, il faut pouvoir voir les prémices en fait d'informations qui pourraient impacter notre réputation ou impacter notre personnel ou nos cadres pour pouvoir réagir rapidement. Parce que vous verrez, une des caractéristiques de la crise, c'est la rapidité aussi. Et là, si vous y mettez de la gestion de crise, de la prise de décision, et c'est capital, et de la communication de crise, eh bien, au lieu de sombrer dans la potentialité de crise, vous pouvez saisir des opportunités. Là où d'autres entreprises vont tomber dans la crise, vous allez passer au-dessus et pouvoir capter des marchés à leur place ou générer des nouvelles valeurs, en fait. Voilà un petit peu le mécanisme d'anticipation pour la maîtrise de la crise. Et puis, en fait, notre monde il est construit sur des systèmes complexes, ce qui aggrave la potentialité de crise. Des systèmes complexes, des organisations qui sont de plus en plus complexes, que j'imagine les business analysts essayent de comprendre de mieux en mieux, en plus au travers des systèmes informatiques qui eux-mêmes peuvent être plus ou moins complexes. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les relie à d'autres organisations elles-mêmes complexes. Tout le monde des entreprises est en interrelation. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait, c'est que tout ça peut reposer sur un seul fil parfois. Et en cascade, des entreprises peuvent s'écrouler. Donc, c'est important d'analyser ça et ça aggrave la potentialité de crise. Il faut savoir aussi qu'il y a le monde des médias. On est informé. Une inondation au Pakistan, et si l'un de vos fournisseurs principaux est au Pakistan, quand on voit la quantité, la taille des zones qui ont été inondées, la potentialité que votre fournisseur soit touché est énorme. Si vous en avez qu'un et vous n'avez pas anticipé, vous êtes peut-être dans une potentialité de crise. Si vous êtes dans le monde du tourisme et puis qu'une information comme ça sort à la RTS, eh bien peut-être que votre marché va s'écrouler rapidement. Vos actionnaires vont être mis ailleurs. Et puis en fait, on a aussi les canaux comme Twitter où des personnes avec beaucoup de notoriété peuvent faire changer des marchés très rapidement. Et puis on a des informations qui sont tweetées sur la guerre en Ukraine, sur un changement à la tête d'un royaume. Alors vous avez plusieurs canaux d'information, c'est pour ça qu'il faut pouvoir les veiller.
Et tout ça aggrave la potentialité de crise. Il faut être préparé. Il y a des fausses informations, il y a de la désinformation, les vraies fausses informations, les fausses vraies informations. Il faut savoir tirer son épingle du jeu pour pouvoir ne pas rebondir et ne pas avouer une faute qui n'en est pas une, ou etc. Ça, c'est compliqué. Et puis, qu'est-ce que ça génère dans les entreprises? Eh bien, on se pose des questions. On perd le sens de nos actions, de ce qu'on fait dans notre entreprise. Et puis, il y a des gens qui se mettent à manifester, c'est potentiellement des Français. Et puis, on se met à peut-être se dire, je m'en vais. Et vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça coûte de l'argent dans l'entreprise. Puis retrouver des cadres de qualité, ça coûte énormément d'argent. Donc, en fait, on traîne également potentiellement une mauvaise réputation par des tweets, un simple tweet. Aujourd'hui, une personne peut tuer l'image d'une entreprise. Et en plus, si on ne réagit pas, si on ne s'est pas préparé à la manière de réagir à ça. Donc, en fait, vous voyez que la potentialité de crise, c'est beaucoup de choses. On a aggravé nos systèmes. Il faut maintenant pouvoir anticiper et maîtriser. Pour le comprendre, quelques caractéristiques. Ça arrive par surprise. Donc, si on veut anticiper, il faut se préparer. Souvent, c'est grave. Ça atteint les objectifs stratégiques d'une entreprise. L'incertitude, on est dans le brouillard informationnel. Vous l'avez compris, j'en ai parlé. Ça va très vite. On peut être dépassé par la quantité d'informations parce qu'on a face à nous la planète sur Internet qui réagit. Et plus une entreprise a une notoriété, plus on peut avoir une réaction énorme. Donc, ça peut être très rapidement difficile de savoir le vrai du faux. Il y a la dynamique aussi. Les temps de réaction sont très courts dans la réaction face à une crise. Et puis, on a un effondrement de sens. Dans une entreprise qui peut être, par exemple, cyberattaquée, avec en plus attaque réputationnelle, plus potentiellement diffusion d'informations qui mettent à mal en justice la direction des cadres, etc., eh bien, les employés peuvent se sentir perdus. Et cette organisation peut perdre un sens complet. C'est ce que demandent, comme je le disais, les jeunes de la quête de sens. Donc, il faut penser à se réorganiser. Et puis, ce que je dis souvent, ce que les gens oublient, c'est qu'en fait, quand on commence à avoir une attaque qui ressemble à une crise, c'est les répliques souvent qui sont plus graves. L'exemple vite fait, il y a eu l'affaire Buitoni. Nestlé, qui chapeaute Buitoni, n'a pas réagi, n'a rien dit. Et il y a eu une réplique, c'est sorti par un média qui a interrogé des employés de l'entreprise Buitoni. Et là, Nestlé a tenté de faire de la communication de crise en revenant, mais plus personne ne les croyait, parce qu'ils sont arrivés après coup sur une des répliques. Il faut réagir tout de suite et ne pas se taire lors d'une crise. Ça laisse croire qu'on veut cacher les choses. Ça, c'est important. Alors, cette image, pour ramener un petit peu à mon précédent métier, il faut, ce que je disais, il ne faut pas juste gérer la crise. Aujourd'hui, il faut saisir des opportunités. Et cette image, pourquoi? C'est, on m'a souvent posé la question, mais comment font les pilotes quand ils ont la tête en bas? Alors, je vous disais, je reviens à l'étymologie pas en Suisse, non, en chinois, pardon, en chinois, le danger d'abord. Donc, il faut se mettre dans le danger. On va se mettre à la place de ce pilote de chasse. Imaginez-vous qu'il est assis sur son siège attaché. Donc, pour lui, le monde, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Et en fait, il n'a pas la tête en bas, c'est la terre qui est au-dessus de lui. Mais il est toujours assis sur son siège. Là où je veux en venir, c'est qu'il faut regarder la crise ou un danger, se mettre dedans pour pouvoir appréhender toutes ces ramifications et pouvoir en saisir des opportunités. Il faut arrêter de regarder ces potentialités de crise comme quelque chose qui nous fait peur, stressant, et du coup, on ne le regarde pas, on croise les doigts en espérant que ça passera à côté. Non, non, il faut aller dedans. Il faut le connaître, l'appréhender. C'est ça qu'il faut faire. Donc, comment saisir des opportunités, du coup, par rapport à ces caractéristiques? Face à la surprise, on anticipe, on se prépare. Ça demande du temps, effectivement, d'investissement. Mais le jour où il y a une crise Covid qui arrive, eh bien, on est préparé et on passe dessus en perdant beaucoup moins de temps, d'argent, voire de personnel que d'autres entreprises qui ne sont pas préparées. On développe la résilience. On met en place des stratégies pour cela. Et puis, face à l'incertitude, eh bien, on planifie, on veille, on s'entraîne, on apprend à décider. C'est complexe, c'est beaucoup de ce qu'on fait dans le monde militaire, décider dans l'incertitude. On ne peut pas savoir ce que va faire l'adversaire, mais il faut quand même avancer, il faut quand même gérer la crise. C'est ce que font les Ukrainiens, ce que font aussi les Russes de leur côté, d'ailleurs, certainement, avec plus ou moins de réussite. Cela dit, mais il faut se préparer. La dynamique, les temps de réaction sont très courts. C'est pour ça qu'il faut
préparer des équipes de gestion de crise, il faut des checklists, il faut des équipes formatées, préparées, des processus. Et tout ça, on peut pas le créer sur l'instant présent parce qu'on réagit très mal. Et quand il faut décider rapidement, et la communication de crise, c'est un métier particulier. C'est pas un simple communicant qui peut le faire. Voilà. Face à l'effondrement de sens, eh bien, on va créer un sens partagé. C'est l'occasion de se réorganiser, d'identifier avec notre jeunesse et avec tous les membres de l'entreprise, y compris les business analysts, puisqu'ils connaissent à la fois les métiers et les systèmes informatiques qui les soutiennent, eh bien, créer un sens partagé pour développer une résilience organisationnelle, utiliser le capital humain de l'entreprise. J'ai approché une fois une coach en entreprise qui m'a dit que j'avais trop de compétences. Donc, j'ai compris que dans les entreprises, on prend des gens, des personnes pour une ou deux compétences, donc on ne connaît pas les compétences, le champ des compétences des personnes. En fait, elles ont une richesse, les entreprises, qu'elles n'utilisent pas et qu'elles pourraient utiliser pour anticiper la gestion de crise. Et puis, face au répit de la crise, eh bien, on va se préparer, on va apprendre, alors ça va dans les différents items qui sont avant, et on va préparer, on va bien regarder les médias. Dès qu'une crise commence à germer, on va regarder les médias, les réseaux sociaux, se préparer aussi potentiellement face à la justice parce qu'elle pourrait arriver sur la place et puis demander les comptes. Et là, ça commence à être plus compliqué après. Parce qu'on était compliant avec les règlements internationaux, nationaux, locaux, etc. Et là, ça commence à... Et là, les business analysts aussi ont leur rôle à jouer. Capital pour saisir des opportunités, c'est le retour d'expérience. Le retour d'expérience, analyser ce qui s'est passé pour mieux l'anticiper et se préparer à une potentielle arrivée d'un nouvel incident du même genre, et au lieu de le subir une deuxième fois avec quelques pertes, et bien, au contraire, générer du capital, de la valeur ajoutée. Voilà un petit peu. La nouvelle attitude, finalement, qu'il faut avoir face à ces crises, c'est de prendre le temps en amont de faire de la planification, identifier, et ça c'est un peu plus de la gestion de continuité des activités, regarder l'entreprise, ses objectifs, ses obligations, les ressources qui sont nécessaires pour les atteindre, pour les tenir, les menaces qui pèsent sur ces ressources, les menaces qui pèsent sur ce marché, prioriser les risques, identifier les risques, les prioriser, décider ceux pour lesquels on va développer des plans de continuité, mettre en place des procédures, s'exercer, s'entraîner. Effectivement, ça demande beaucoup de temps, mais vu que ce que nous disent les médias, on va être sans arrêt dans un monde de crise, eh bien, si on ne s'y prépare pas, ça va être difficile pour les entreprises qui attendent de passer entre les gouttes de ces crises qui vont tomber de plus en plus en averse, en fait. Pendant la crise, eh bien, on va faire ce que je disais, de la gestion de crise, de la décision, puis de la communication de crise. Et puis, après la crise, on va capitaliser, on va faire du retour d'expérience, on va essayer de saisir des opportunités. C'est l'occasion de boucler la boucle pour voir un petit peu comment être encore plus performant la fois suivante. C'est une autre forme, je dirais, de valoriser ce que fait l'entreprise et non pas comme le font tout à fait les business analysts, mais une autre façon d'utiliser ce que fait l'entreprise au travers de l'adversité du monde tel qu'il est aujourd'hui pour générer de la valeur. Je viens vers le monde de la business analyst parce qu'après tout, on va me dire oui, mais le monde des business analysts. Donc, je me suis fait donner les différents domaines de la business analyst par Claude Duc, le président de l'IBA Genève. Donc là, vous avez les 6 domaines. Je ne vais pas les décrire particulièrement. Je vais juste vous montrer que voilà, la liste des activités qui sont derrière ces domaines. L'idée, c'est pas de les regarder dans le détail. Quand j'ai vu ça, j'ai vu comme des patterns qui sortaient, en fait, un petit peu comme si j'avais mis une intelligence artificielle dessus et qui a fait ressortir des termes qui m'ont parlé. Voilà, ils sont sortis comme ça au milieu de cette liste d'activités ou de domaines. Et en fait, je me suis dit, c'est marrant, ces domaines, moi, je les ai vus déjà dans l'anticipation de crise, dans la business continuity management ou la gestion de continuité des activités. Et puis, il y a les termes qui parlent bien sûr aux business analysts, puisque ce sont leurs domaines, leurs activités. Et vous allez voir que je vais vous montrer après comment on fait la gestion de continuité des activités, comment on se prépare dans la gestion de crise. Et vous allez voir qu'il y a plein de ces termes qui reviennent. Et c'est là où je me suis dit, c'est là où l'idée a germé de
pourquoi pas lier le monde de la business analyst et de la gestion de crise. Et je pense que c'est un métier central, je vous le dirai à la fin, que le business analyst, c'est un métier central dans cette anticipation pour éviter ces potentialités de crise. Si on regarde maintenant ce que c'est que la gestion de la continuité des activités, bon, c'est un processus de gestion holistique qui vise à identifier les menaces pour une organisation, les impacts qui pèsent sur les opérations de l'entreprise à cause de ces menaces, et de trouver comment résister, être résilient face à ces menaces. Ce processus, finalement, fournit un cadre à la fois de résilience et d'agilité pour pouvoir continuer ses activités et puis pour préserver ses intérêts, sa réputation, la marque, les activités elles-mêmes de l'entreprise. Alors, comment ça marche? C'est juste une logique. On étudie le contexte et le périmètre de l'entreprise. On fait différentes analyses liées au processus, aux objectifs, aux obligations, les parties prenantes. Et puis, face à ça, on va essayer de voir quels sont les besoins de continuité. Et là, on va analyser les ressources et les activités qui sont essentielles, les niveaux de service minimum, le coût d'arrêt de l'activité, pour pouvoir après mesurer le coût de l'analyse du risque qu'on va effectuer ou pas. Faire le prorata, savoir est-ce qu'on va passer du temps à faire une analyse du risque sur cette activité qui finalement, même si elle s'arrête, a très peu de coûts. On va ensuite identifier, prioriser les risques pour l'entreprise dans tous ces périmètres, ce contexte, identifier les dangers, les menaces qui pèsent sur ces activités, ces ressources. Et puis, on va analyser, cartographier les risques de cette entreprise, les analyser, les prioriser, et puis définir ces scénarios de crise sur lesquels on va décider, parce que là, c'est une prise de décision, puisqu'on va investir des ressources dessus, du temps, pour transformer cela en stratégie de continuité. Ça va être donc notamment sous le prisme de recommander les solutions, définir des niveaux de services retenus, des durées d'interruption maximales, des ressources, des procédures à mettre en place, puis les procédures de reprise d'activité. Vous voyez que quand je commence déjà à décrire tout ça, je suis certain que certains business analysts voient un petit peu les choses qu'ils savent faire, qu'ils font dans leur activité au quotidien, et même si ce n'est pas lié à cette activité de gestion de crise ou de gestion de continuité des activités. Et puis, on va définir l'organisation et les rôles. Donc, on va définir la gouvernance, on va attribuer des rôles dans cette gestion de crise, on va définir des nouveaux processus, donc on va réorganiser potentiellement l'entreprise pour être résiliente et agile face à ces potentialités de crise. Et puis finalement, pourquoi ce ne serait pas le mode de fonctionnement nominal de l'entreprise, même hors champ de crise, ce qui ferait qu'on serait résilient immédiatement. Et puis, quand on rentre enfin dans la gestion de crise, parce qu'une crise peut survenir, là, on met en place ce dispositif qui a été préparé, entraîné, identifié, et puis on met en place des systèmes de détection et de qualification des incidents, ceux pour lesquels on peut avoir une potentialité de crise. On met en place des systèmes d'alerte, donc il faut faire de la veille. Et puis là, on mobilise cette Crisis Management Team, l'équipe gestion de crise, on l'active. Et puis, on met aussi en place la communication de crise. Voilà la gestion de crise. Et puis, on termine avec la résilience finalement de cette nouvelle organisation. On va faire de la maintenance du plan de continuité d'activité en mettant des indicateurs, des tests, des exercices, des axes de progrès à identifier. On peut identifier les opportunités aussi lors de cette maintenance du plan de continuité. Et puis faire du rétex, du retour d'expérience. Voilà un petit peu. Voilà globalement ce que c'est que la gestion de la continuité des activités. Et voyez, moi, comment j'ai vu germer dans la diapo d'avant tout ce qu'il y avait dans les activités des business analysts qui m'a fait tout de suite penser à ce que on pouvait faire lier ces deux métiers ou ces deux processus en tout cas. Je suis certain que les business analysts pourront apporter énormément en matière de gestion de crise. Donc, le SWOT, finalement, avant de partir, les gens vont se dire, oui, d'accord, mais qu'est-ce que je ramène? Moi, je voudrais dire que les business analysts ont un rôle essentiel dans la planification de crise. Aujourd'hui, c'est quelque chose que chaque business analyst devrait porter dans son entité, dans son organisation. Il faut que les décideurs le sachent et le prennent en compte. Vous valorisez les organisations, vous valorisez les processus. Maintenant, utilisez cette manière de faire pour regarder les crises et puis générer des leviers pour créer des opportunités.
c'est une nouvelle façon de générer de la valeur, puisque de toute façon, on va subir de plus en plus de crises. Le plus prégnant seront des crises cybernétiques, forcément, des cyberattaques. Pas plus tard que hier ou aujourd'hui, le Parlement européen s'est fait cyberattaquer parce qu'il a pris une décision contre la Russie et dans la foulée, 3-4 heures après, ils se sont fait cyberattaquer. Vous voyez que ça va très vite. Et donc, voilà. Donc, pour les business analysts, encore une fois, vous pouvez offrir un environnement d'amélioration continue. Ça, c'est important aussi parce que c'est aussi ce que recherchent les jeunes. Et puis, ce que je disais assez tôt dans cette présentation, faites adopter cette agilité, cette résilience dans la définition des solutions. J'ai discuté avec une business analyst qui me disait que la recherche souvent qui est faite, c'est de l'argent rapide, beaucoup d'argent rapidement. Et tant pis si ça marche qu'une fois. Peut-être que si on met une organisation qui fait un peu moins d'argent rapidement, mais très régulièrement, on arrivera en fait à générer plus de chiffres que si on fait un quick win qui après la porte est fermée et puis on peut plus le faire. Et puis je pense que puisque les crises font peur, aujourd'hui c'est les entreprises qui vont être les premières à anticiper. Alors il y en a déjà qui le font, mais très peu, qui vont être les premières à se mettre dans cette anticipation et à générer de la valeur dans les crises, qui vont être plus performantes lorsque les crises vont survenir. Voilà, donc c'est un moyen d'être au-dessus de la mêlée lorsque des crises, et je parle de crise mondiale, on a la guerre en Ukraine, on dit la guerre en Ukraine, la crise énergétique par-dessus. Je pense qu'on s'est trop mis dans un monde complexe où on tenait sur du gaz et du pétrole qui était offert à peu près bon marché, et on s'est aperçu qu'en fait ça tenait à pas grand-chose. Une simple guerre, même si c'est pas si simple que ça. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à ce nouveau monde, à ces nouvelles organisations pour être résilient et réussir des meilleures affaires, en tout cas meilleures que les autres. Et puis, je pense que les business analysts, vous avez un capital, des compétences qu'il faut faire valoir dans la gestion de continuité des activités. Ça, c'est vraiment prégnant pour moi. En analysant un petit peu, en discutant avec des business analysts, en discutant avec des cadres, avec des directeurs d'entreprise, je me suis aperçu que très souvent, entre les métiers et l'informatique, on avait le business analyst, je résume vraiment sommairement, mais on a aussi d'autres domaines où les business analysts, avec leur manière de regarder, de réfléchir, de proposer les solutions, peuvent être amenés à donner une meilleure résilience et agilité à l'entreprise aujourd'hui. Voilà ce qui conclut mon propos pour ce soir. Si vous avez des questions, je ne sais pas si Minia, il y a eu quelques questions en ligne. Et si dans la salle, j'ai quelques questions, je serai preneur. N'hésitez pas. Et puis après, sinon, on va passer à un petit atelier. Une question? Maintenant, je suis dans les situations de crise dans mon travail, mais il y a une situation où il y avait beaucoup de contingency plans, mais chaque plan, so maybe I will say it in English. Basically, each plan, like a risk recovery plan, almost failed as well. Le plan, OK. Donc dans la salle, j'ai une question. Une personne qui travaille en gestion de crise qui dit qu'ils ont beaucoup de plans secondaires, contingency plan, et en fait, les plans échouent à chaque fois. C'est ça? Effectivement, alors nous, ce qu'on dit souvent en planification militaire, la première victime d'une guerre, d'un conflit, c'est le plan lui-même. Mais en fait, le fait d'avoir un plan aussi, c'est d'avoir un objectif et d'essayer d'atteindre cet objectif. Normalement, en continuité des activités, c'est d'essayer de tenir l'activité qu'on a identifiée comme essentielle à l'entreprise. Donc, si ces plans échouent, c'est pas des bons plans. Mais c'est facile à dire, mais si on a dit que c'est essentiel à la survie de l'entreprise, ou alors est-ce que si l'entreprise est toujours là et que ses plans échouent, est-ce que c'est vraiment des activités essentielles à la survie de l'entreprise? Voilà, c'est souvent là aussi où le bas blesse, c'est la compréhension de ce que c'est que ces plans qu'il faut mettre en œuvre dans la gestion de crise, qui sont faits pour que l'entreprise survive. Pas juste pour qu'on maintienne le niveau d'activité actuel où il est, c'est pas possible. Si on entre dans le Covid aujourd'hui et qu'on ne le connaît pas, on peut pas dire je veux faire un plan qui, quelle que soit la crise, je maintienne mon activité au niveau actuel.
le directeur qui décide ça, je crois qu'il n'a pas compris ce que c'était la gestion de crise. Moi, j'entends que la compagnie, elle est toujours là. Oui. Donc, c'est pas si pire. Et il n'y a que ceux qui n'essayent pas qui n'échouent pas. De toute Tout à façon. fait. Donc, ils ont l'échec, forcément appris quelque chose. l'échec est important. Il faut en tirer du bénéfice, du retour d'expérience. Maintenant, est-ce que ces activités étaient essentielles à l'entreprise? Parce que si ça a échoué et que l'entreprise est toujours là, alors est-ce qu'elle est tellement énorme qu'elle peut perdre beaucoup? Voilà. Mais je pense qu'il y a des petites et moyennes entreprises qui, si elles échouent en mettant des plans de continuité d'activité, à mon avis, elles ferment. C'est compliqué. D'autres questions? En ligne peut-être? Minia, il y a des questions en ligne? Non, il n'y a pas de question. Il y a pas de question. Il y a juste quelqu'un qui dit qu'il se retrouve bien dans ce que tu dis. D'accord. Alors, comment on planifie l'inconnu? Ah, bah ça, oui, alors l'inconnu, c'est difficile. En fait, ce qui est fait actuellement en matière de gestion de crise, c'est qu'il y a des grands organismes, assureurs et puis parfois étatiques ou des instituts qui se projettent dans l'avenir face aux risques potentiels qui peuvent arriver. La pandémie, comme le Covid, avait été identifiée comme une potentialité, alors pas le Covid lui-même, mais une potentialité d'une pandémie mondiale avec, ils n'avaient pas imaginé un impact aussi fort, mais c'était déjà pré-identifié, sauf que personne n'a voulu se préparer à un tel cataclysme qui est arrivé. Mais en fait, il faut se projeter avec des tendances et se dire que là aujourd'hui, une entreprise qui se projette pas en se disant j'ai une potentialité de me faire cyberattaquer, il faut que je sois résilient, que je protège mes données, que je protège etc. Je pense que voilà, c'est plus une incertitude. C'est là. Il y a les incertitudes, en fait, je pense qu'à part quelque chose qui va germer, qui n'a jamais existé, ça c'est vraiment quelque chose, on pourra dire là-dessus, on ne peut pas le planifier. En revanche, il y a des choses qui commencent à germer doucement, il faut faire de la veille, et là c'est des instituts spécialisés, des organismes comme les assureurs, parce qu'ils vont protéger les entreprises pour ça. Et ben, quand ils vont commencer à voir les choses arriver, ils vont vouloir que les entreprises se protègent, parce que c'est eux qui les assurent. Et donc, c'est là où on peut commencer à sentir ces choses-là. Mais planifier quelque chose qui est incertain, si incertain, on pourrait imaginer tout, et puis, mais ça prendra du temps. Ce qu'il faut, c'est que ça va coûter des ressources, et l'entreprise, elle va mesurer l'investissement qu'il faut mettre dans planifier quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, avec une potentialité que ça va arriver peut-être que dans 1000 ans. Donc, elle n'a aucun intérêt à planifier ce genre de choses. Je ne sais pas si j'ai... Oui, je sais, c'est tout le problème. Non, voilà. J'ai vu que l'armée française avait embauché des écrivains de science-fiction. Oui, ils ont ce qu'ils ont appelé pour la Red Team. Ils se sont projetés avec une nouvelle approche et des écrivains, des personnes qui ont fait de la science-fiction, des gens vraiment, et aussi des jeux vidéo, pour imaginer ce que pourraient être les adversaires du futur. Et effectivement, ça a donné des choses, je ne l'ai pas lu en détail, mais ça a donné des choses assez innovantes. C'est assez secret. Mais... Et je pense... Non, sans être secret, je crois qu'ils ont diffusé des choses. Il y a un bouquin. Ils disent bien dans le bouquin qu'ils ne disent pas tout. Non. Voilà, écoutez, si vous avez... Tu sais, je trouve cette photo très impressionnante tout à l'heure quand vous étiez en avion sur la tête et quand on voit de l'extérieur, on pense, oh mon Dieu, quelle catastrophe. Et je crois que l'idée, c'était qu'en fait, vous êtes toujours en contrôle parce que quand vous êtes là, dans cet espace, il n'y a quand même pas le monde entier à l'envers, c'est juste une partie du monde. Alors, il y a quand même mon idée, c'est qu'il y a quand même la gravitation qui tire le sang dans la tête. Oui, mais c'est pas prégnant en avion. On évolue tellement que c'est plus quelque chose qui est si important que ça. Le fait d'être à l'envers, c'est juste un contexte. On pourrait être sur le côté, on pourrait être en train de descendre, en train de monter. Le cockpit, lui, et le siège ne bougent pas, donc on n'est pas perturbé. C'est pas comme si on était à l'envers dans le cockpit et la Terre 3/4 de côté. Là, ce serait compliqué. On a un environnement qui est stable autour de nous. C'est les images autour qui bougent en fait. Oui. Et ça, c'est ce que je veux essayer de faire comprendre aux gens. Oui. C'est ce que je veux essayer de faire comprendre aux gens, c'est que pour anticiper la crise, il faut se mettre dans le danger et se dire bon, ok, maintenant on est dans ce danger. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? En étant simple, basique. Et quand on le regarde, finalement, ça fait beaucoup moins peur. C'est comme un voisin. Souvent, les gens ont peur d'un voisin, d'un étranger. Et quand on commence à l'appréhender, quand on le connaît, finalement, on comprend pourquoi il agit comme ça. Puis peut-être qu'on peut s'adapter. Et les entreprises pourraient faire ça. Voilà un petit peu.
Donc, c'est une crise, mais pas une crise totale parce que vous avez toujours le contrôle, en fait. Alors, ça peut être une crise parce que l'avion, il peut avoir en même temps une panne hydraulique, une panne électrique. Ça peut être la nuit, on est dans le noir total. Il faut piloter l'avion avec des gouvernes qui marchent pas bien. Et puis, on peut avoir des illusions sensorielles et se retrouver sur le dos aussi. Mais tout ça, ce n'est qu'un environnement. On est toujours assis dans son siège. On sait que les commandes, on sait les toucher, même les yeux fermés. Mais ça se prépare, on s'entraîne. Pour être pilote de chasse, on s'entraîne. On apprend les yeux bandés à toucher tous les interrupteurs dans la cabine. Et une entreprise, elle devrait pouvoir, même dans le noir total, pouvoir toucher tous les interrupteurs de son entreprise et la connaître, en fait. Voilà. Il y a une autre question en ligne. Oui. J'ai bien compris la nécessité d'anticiper, mais comment en parallèle éviter le syndrome d'analysis paralysis dans lequel la carte ne correspond plus au territoire? Référence à l'avion, j'imagine. Alors, vas-y, redis-le une deuxième fois, parce qu'en même temps, je suis en train d'essayer de générer ma réponse, mais je dois être sûr de… Comment en parallèle éviter le syndrome d'analysis paralysis dans lequel la carte ne correspond plus au territoire? Oui, en fait, c'est le problème de personnes qui se lancent dans l'analyse d'un danger pour essayer d'anticiper, c'est qu'ils figent. En général, ils figent aussi l'environnement. Enfin, on m'arrêtera si c'est pas ça, ce qu'on veut dire. Et puis, on continue dans notre analyse en figeant un petit peu et l'environnement peut évoluer en parallèle. Et en fait, il faut être hyper agile, hyper malléable quand on fait de l'analyse et de l'anticipation, parce que ça peut prendre du temps d'anticiper, d'essayer d'identifier les processus dans l'entreprise pour voir comment être résilient, de développer tout ça. Ça peut prendre des semaines, des mois. Mais si on reste figé dans ce qui a été pris initialement, on peut peut-être sortir une solution qui ne correspond plus à la situation au moment où on va la sortir. Et donc, en fait, c'est pour ça que je parlais de maintenance des plans aussi. Eux-mêmes, quand ils sont faits, il faut mettre des processus pour régulièrement les revoir, régulièrement mettre en avant peut-être qu'il y a des priorités sur les risques qui ont changé et donc pouvoir identifier de nouveaux risques malgré ce plan qui vient de sortir. On est content quand on a fait un plan. On peut dire, même au niveau militaire, quand le plan est signé, ouf, on passe à autre chose. Oui, on va dans la crise maintenant, on y va. Puis en fait, non, le plan, il faut continuer à le réadapter. Il faut faire des contingency plans dans le plan, etc. Donc, en fait, c'est sans arrêt la planification. Ça demande des ressources, encore une fois. Parce que les entreprises veulent mettre des ressources dédiées à faire de la planification en permanence. Ça, c'est le maître mot. Mais aujourd'hui, si on veut être résilient, agile, il faut quand même voir ça. Et je reviens à ce que je disais initialement. Je discutais encore il y a 3 jours avec un jeune start-upper à Genève qui a maintenant fait du coach en entreprise. Il m'a dit, c'est lui qui m'a donné les éléments vis-à-vis de ce que cherchent les jeunes, vraiment la quête de sens, de la mobilité, de la mobilité géographique, ou du moins ils veulent pouvoir choisir comment géographiquement ils vont être positionnés, et puis faire de la formation continue. Ils ont des demandes particulières auxquelles il faut s'adapter. Donc c'est l'occasion de réorganiser son entreprise autour de cette masse salariale qui va venir dans les entreprises. Certes, ils ne sont pas tous comme ça, mais en tout cas, il y a une grande partie qui est comme ça. On voit des jeunes qui sortent de diplômes de grandes écoles en France, par exemple, j'ai vu ça, et après 5 ans d'études, et qui disent, désolé, ce diplôme, je le mets là, je vais aller faire autre chose, c'est pas ça que je veux faire. Et ça paraît surprenant, mais ça arrive maintenant à presque chaque sortie de diplôme dans les grandes écoles en France. Il y en a quelques-uns qui font ça, et ça commence à germer. J'ai vu des cadres trentenaires qui avaient un CDI. Vous savez, en France, comment un CDI, c'est prégnant. Et bien, après 1 an de CDI, ils ont arrêté parce qu'ils ont dit, mais c'est pas ça que je veux faire une année sabbatique, je vais réfléchir. Donc, en fait, si on veut être résilient aujourd'hui et qu'on veut gagner cette jeunesse, parce que c'est eux qui vont être là demain, et ben, les entreprises qui vont se réorganiser, qui vont être résilientes et agiles à l'avenir, elles vont capitaliser ces gens, ils vont rester, au lieu de rester peut-être 3 mois, 6 mois, ils vont peut-être rester 3, 4 ans. Parce que ce n'est pas des gens aujourd'hui qui vont rester 20 ans dans une boîte. Voilà. Est-ce que ça répond un peu J'ai un peu élargi, je sais. Oui, il n'a pas réagi, donc je pense que… Est-ce qu'on va passer à l'atelier? On passe à l'exercice. Ouais. Alors, je propose d'expliquer en ligne aussi pour tout le monde comment ça fonctionne. Tu as envoyé déjà les fichiers ou pas, Milia? Encore. Alors, vous allez recevoir en ligne 2 fichiers, un fichier avec la liste des 30 tâches business analyst, et puis un fichier avec la gestion de continuité des activités, je vous ai montré. Les tâches sont numérotées de A1 à 5, B1 à B5, etc.
Et puis, les activités de business continuity management ou gestion de continuité des activités seront dans un tableau sur la gauche que vous allez recevoir, ce tableau. Et ce qu'il va falloir faire, c'est dans chacune des cases en face de la gestion de continuité des activités, eh bien, ça va être de mettre la numérotation des tâches des business analysts. Par exemple, une activité, la tâche A2 pourrait correspondre à cette activité. Voilà. En ligne, vous allez recevoir donc un PowerPoint, vous allez pouvoir le remplir de votre côté, et puis vous pourrez nous l'envoyer en prenant une photo. Par quel biais tu m'avais dit, Minia? Un print screen Un print screen, et il l'envoie sur comment? sur le chat. Ouais. D'accord, sur le chat avec un print screen. Et de notre côté, on va le faire sur un flip chart en direct. Et puis après, on reviendra d'ici 7h30. En combien de temps? 20 minutes? 15 minutes? Dans 20 minutes. Dans 20 minutes, hein, on reviendra pour montrer un petit peu les résultats de notre activité ici. Voilà. Donc, il faut dire qu'ils vont être mis en salle. Voilà. Vous allez être mis dans un salon virtuel sur lequel vous allez pouvoir, une personne va pouvoir prendre le PowerPoint, le projeter en partageant l'écran. Et puis, vous allez discuter entre vous pour savoir, tiens, telle activité, la A1, je la mettrai bien dans la ligne, je sais pas moi, analyse des risques, la B3, etc., etc. Et puis après, vous prendrez une photo de votre tableau et puis vous nous l'enverrez sur le chat. Voilà. Merci à tous. Et puis à tout à l'heure, dans 20 minutes. Je vous laisse intervenir si vous voulez. On a réussi à remplir une bonne partie du tableau. Moi, l'objectif, ce n'était pas forcément qu'il soit rempli, mais je vois que vu que rapidement les personnes ont trouvé des croisements entre la business analyse et la gestion de crise, la gestion de continuité des activités. Donc, je pense qu'effectivement, comme je le disais, les business analysts doivent valoriser leur capital dans la gestion de continuité des activités. Au regard de ce résultat, j'aimerais voir le vôtre en ligne si vous avez pu transmettre un imprimant. Si quelqu'un veut intervenir, je ne sais pas s'ils peuvent intervenir, Minia. Oui, ils peuvent. Est-ce que vous avez des commentaires, des remarques? Est-ce qu'on explique le nôtre déjà? C'était très intéressant comme exercice, mais c'était loin d'être simple. Alors, on a glissé dans le chat notre page 5, là, Camélia, Christophe et moi-même. Et puis, on se réjouit de voir les retours. Alors. On ouvre la page. Ah, ça ne veut pas l'ouvrir. C'est pour Rosebell. Si, là, c'est celui. Tu l'as? Ouais. Non, c'est bien. C'est bienvenu sur Adobe. Ah, pardon. Bon. Attends, c'est quoi qu'on fait? Voilà, les dents. OK, done. Yes! Ah, puis il est plus joli que le nôtre. Oui, je vois que vous avez aussi dispatché pas mal des activités DBA. Est-ce que vous voulez le commenter, le vôtre? Attends, A1, ils ont fait comme nous. Ah, par contre, nous, on a mis A2 et ils ont mis A4. Donc, on a mis A2 en besoin de continuité. Donc, A2, c'est planifier l'engagement des parties prenantes. Donc, c'est ce que certains business. Et lui, il a mis analysts A4, c'est-à-dire planifier la gestion de l'information et de l'analyse métier. Oui, ça peut, parce que c'est aussi, c'est juste structurer comment on va structurer l'information. En fait, comment, On va mettre les deux. voilà, c'est la structuration de l'information, de l'analyse, mais ça, Voilà. on peut la mettre. Ah, voilà, là, on voit les deux. Comme ça, vous voyez les deux en ligne. Corrige en temps réel. J'ose vous interrompre quelques secondes. Est-ce qu'on aura un corrigé après? Oui, l'idée, c'est je vais synthétiser les deux résultats et puis envoyer à chacun par email cette synthétisation, cette synthèse, pardon, des deux résultats, en fait. Et nous, donc, comme de l'association ici de Business Analyst, on va aussi essayer de faire le mieux possible. Après, c'est peut-être pas le but non plus d'être extrêmement exact. C'est aussi le but, c'est de comprendre la gestion de crise et de voir, de lancer une réflexion sur ça. Voilà, le but de la soirée, pardon Minia, c'était pas de faire cet atelier. Le but de la soirée, c'était de
de faire juste germer cette idée que l'EBA a plus que sa place dans le monde de la gestion de crise et de la gestion de la continuité d'activité de par ses capacités à analyser, à identifier, à préparer, à planifier, etc. Et qu'en fait, quand on regarde, que ce soit de votre côté ou d'une autre, comment on a rempli plus ou moins les différentes cases, eh bien, on peut se dire que avec cela, parce que je ne pensais pas que ça allait forcément marcher, c'était une expérience que je voulais tenter avec vous. Je m'aperçois que si tout le monde arrive à remplir les différentes lignes en face des colonnes, c'est qu'il y a pas mal d'activités des BA qui peuvent contribuer, voire même plus, à la gestion de continuité d'activité. Donc, pari réussi en tout cas, et je veux que vous portiez cela en repartant, c'est que le BA, il a d'autres cordes à son arc, notamment en gestion de crise. Des commentaires au regard de ce que vous avez mis et de ce qu'on a pu mettre. Nous, en fait, comme vous apercevez, tout en bas, maintenance du plan, les parties CDEF, on a mis toutes les activités CDEF qui correspondent à gestion du cycle de vie des exigences, analyse de la stratégie, analyse des exigences et spécification de la conception et évaluation de la solution. En fait, au fur et à mesure, on s'est dit que tout rentrait dedans. Tout comme vous voyez, en fait, la partie élucidation et collaboration, en discutant avec des business analysts ici, ça rentrait en dehors de dispositifs gestion de crise, ça rentrait dans toutes les lignes quasiment de la gestion de crise, enfin gestion de continuité des activités. Parce que, ouais, excuse-moi. Donc, les analystes, en principe, ils doivent très bien faire ça, c'est éliciter et puis décrire en fait les besoins, les exigences, les vérifier, etc. Donc, c'est vraiment le cœur métier des En fait, tu as tout à fait raison, Minia. Pour avoir fait de la planification militaire où on analyse vraiment toutes les parties prenantes, les acteurs et les différents processus liés à cette crise, eh bien, il faut effectivement savoir bien analyser et être vraiment procédurier. Et là, je m'aperçois que les BA ont cette capacité parce qu'il y a des processus vraiment définis. Et c'est pour ça que j'avais la potentialité de voir que ça pouvait matcher entre ces deux domaines. Donc, c'est assez intéressant. Si vous avez des remarques supplémentaires concernant la position dans les lignes ou les colonnes, des choses qui vous choquent, qui vous chagrinent? Aussi, je remarquerai la gestion de risque qui est aussi identifiée en business analyst comme étant une partie assez précise pour identifier les risques, qui est assez importante aussi dans la gestion de crise. Mm-hmm. Des remarques en ligne? Non, pas plus. À part que c'était super intéressant de couper le cheveu en quatre chaque fois, à réfléchir, à faire le tour des 30 tâches. Moi, j'ai appris plein, vu que je n'ai jamais fait ce métier. C'est génial. Merci aux deux gars qui m'ont initié. Là, on va envoyer un si pour remplir. Ok, vous allez recevoir, vous avez reçu un feedback qui est l'IBA serait preneur et moi y compris à avoir votre retour. On va avoir un lien dans le chat. Vous allez avoir un lien dans le chat, voilà. Donc, je serai fanat aussi d'avoir un retour et de dire ce que vous avez pensé et si ce que vous pensez de l'anticipation de crise aussi de manière globale, ça m'intéresse. Voilà, écoutez, si vous avez d'autres remarques ou questions avant de clore le débat pour ce soir, si l'IBA veut clore la… Non, rien de spécial. Il faut juste que je mette le lien. Oui, on va mettre le lien en ligne, ne partez pas. Nous, on avait débattu pas mal pour comprendre ce que c'était que le processus IBPA, pour savoir où le mettre. Ah, voilà. Ah. Ouais, non, en fait, je voulais remercier Bruno d'être venu ce soir nous parler de la gestion de crise, de ces exemples, notamment sur l'armée. Quand je l'ai rencontré, il était avec sa tenue militaire. Je me dis, ah, ça va être différent, ça va changer des séminaires de business analyst habituels. Et j'ai beaucoup aimé ce soir son image en fait, du pilote à l'inverse dans l'avion. Je crois que ça nous a tous marqué en fait, où son référentiel en fait, à lui ne change pas, c'est juste la Terre qui est à l'envers, mais son avion va très bien. Et que du coup, il peut passer à travers une situation un peu surprenante. Donc, merci beaucoup Bruno d'être venu. Merci. On est très heureux de t'avoir eu avec nous ce soir. Et de vous avoir eu aussi en ligne. On espère que vous avez trouvé ça aussi intéressant que nous ici en présentiel chez Digicomp à Lausanne.
Merci beaucoup. Et vous avez le lien en ligne pour le feedback. Et n'hésitez pas à contacter Bruno sur LinkedIn. Il répondra à toutes vos questions si nécessaire. Avec plaisir. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Ouais, Bye. bonne soirée. Merci, bonne soirée. Ouais.